Dans cette vidéo, nous allons présenter le déni de grossesse. On estime en France qu'environ un bébé naît toutes les 6 heures d'un déni de grossesse. Donc lorsque la mère n'a pas conscience d'être enceinte, de porter un bébé, et qu'aucun signe généralement présent dans une grossesse ne peuvent lui permettre de s'en rendre compte, la grossesse elle va alors être révélée à un stade très avancé, soit avant le terme de la grossesse ou encore seulement lors de l'accouchement. C'est très difficile de trouver des chiffres précis ou des rapports statistiques qui permettraient de mesurer ce phénomène qui semble inconnu pour une grande partie et qui peut aussi être mal perçu. Toutefois, on peut estimer le nombre de dénis de grossesse par an en France à environ une naissance sur 455 et ce qui représenterait, en se basant sur le nombre de naissances en 2023, répertorié par l'INSEE, environ 1500 cas par an en France. Le déni de grossesse est considéré comme un problème de santé publique par son incidence, donc le nombre de nouveaux cas survenus sur une période donnée, mais aussi par les conséquences qu'il va entraîner à la fois pour la mère, le bébé et son entourage. C'est en 1970 qu'on parlera pour la première fois de déni de grossesse et en 1976 en France avec Harry et Simone Bécache lorsqu'ils décrivent un cas de déni de grossesse chez une patiente atteinte de schizophrénie. Avant, une femme dont la grossesse était découverte après un long moment, elle était considérée comme une menteuse ou une dissimulatrice. Elle prenait une part active comme si elle faisait exprès de le garder secret, ce qui la rendait responsable, contrairement à la notion plus actuelle du déni de grossesse, qui donne une vision de la femme comme subissant cette grossesse, et cette grossesse, elle lui apparaît même comme révélée et imposée subitement. Donc, dans une première partie, nous allons voir le déni de grossesse comme processus physiologique, puis comme un processus neuropsychologique. En troisième partie, les mécanismes de défense et en quatrième et dernière partie, les conséquences du déni de grossesse. Donc maintenant, on va voir le déni de grossesse comme un processus physiologique. Donc d'abord, le déni de grossesse, c'est un trouble de la gestation physique. Il se caractérise du coup par une femme enceinte qui ne parvient pas à identifier qu'elle est enceinte, et ce, au-delà de 20 semaines de grossesse. C'est un processus qui est donc inconscient. La femme, elle ne sait pas qu'elle est enceinte, et ça se caractérise par une invisibilité de la grossesse. Donc il existe deux types de déni de grossesse. On a d'abord le déni partiel. C'est lorsque la femme prend conscience de sa grossesse avant le terme, mais après 20 semaines de grossesse. Ça concerne 3/4 des cas de déni de grossesse. Et ensuite, on a le déni total. C'est lorsque la femme prend conscience de sa grossesse le jour de l'accouchement. Ça concerne 1/4 des cas de déni de grossesse. Donc l'OMS, elle classe le déni de grossesse dans la partie négation de grossesse comme étant une maladie. Donc c'est selon elle un mal-être dont les causes sont variées et dépendent de l'histoire de chaque femme. Et cette classification de l'OMS, elle nous questionne du coup sur le lien entre le déni de grossesse et les maladies psychiatriques. Donc historiquement, le déni de grossesse, il existe depuis du coup très longtemps. Et il a été nommé sous différents noms. Esquirol rapportait déjà en 1938 le fait que des femmes hospitalisées pour troubles psychiques à la Salpêtrière n'avaient pas connaissance de leur grossesse. Donc parfois, la femme, elle perçoit ces symptômes de grossesse et elle peut aller jusqu'à émettre l'hypothèse d'une grossesse potentielle. Cependant, même si ça a l'air, ce n'est pas pour prendre conscience en fait qu'elle est enceinte, mais plutôt pour rejeter l'hypothèse. C'est de l'ordre de la dénégation. Elle va se dire non, c'est pas possible que je sois enceinte, alors qu'en fait, si, c'est possible. Donc ensuite, on va voir que lors d'un déni de grossesse, on remarque une absence de symptomatologie de la grossesse. Donc le plus surprenant et le plus connu lors d'un déni de grossesse, c'est le ventre de la femme qui ne grossit pas. Mais du coup, où se loge le bébé ? Dans le cadre d'une grossesse classique, le bébé est enroulé sur lui-même, les muscles abdominaux de la mère se détendent et ils s'écartent pour laisser de la place au bébé. Les organes abdominaux de la femme sont également poussés vers le haut.
Dans le cadre d'un déni de grossesse, le ventre de la femme, il ne grossit pas, ce qui est dû du coup à ses muscles abdominaux qui vont du coup rester toniques et se renforcer afin que le corps ne produise aucun changement. Les muscles forment une sorte de barrière, une ceinture, pour que le ventre ne grossisse pas. De ce fait, la grossesse, elle passe inaperçue physiquement. L'utérus devient de plus en plus volumineux et il y a un risque qu'il s'incline vers l'avant. Le bébé se place derrière les muscles abdominaux et il grossit en longueur le long de la colonne vertébrale, très haut dans la cavité utérine, et c'est pour ça qu'en fait, lors des échographies, on peut parfois ne pas voir ni entendre le cœur du bébé qui est caché derrière les intestins. Donc lorsqu'on découvre le bébé au cours d'un déni de grossesse, il présente généralement un retard de croissance, mais attention, cela n'est pas systématique. Les causes peuvent être variées. Donc, par exemple, si la mère peut continuer à boire de l'alcool parce qu'elle ne sait pas qu'elle est enceinte, ou bien ça peut s'expliquer par un apport sanguin du fait du placement du bébé qui est moins important que dans une grossesse classique. Ils peuvent donc avoir besoin de plus de stimulation à la naissance et ils ont aussi plus de risques de naître prématurément. Mais après la naissance, on remarque que le développement redevient normal. Lorsque la mère prend conscience qu'elle est enceinte, dans le cadre d'un déni partiel ou total, le ventre peut grossir en quelques heures ou même quelques minutes. Dans le cadre d'un déni de grossesse classique, la symptomatologie de la mère va du coup au-delà de son ventre qui gonfle, tandis que dans le cadre d'un déni de grossesse, la mère se voit faire face à une absence de cette symptomatologie. Donc elle ne va pas prendre de poids, ou très peu, et peut même parfois en perdre. Son ventre ne va pas gonfler comme on l'a vu. Ensuite, elle ne va pas avoir de nausées. Elle ne perçoit pas de gonflement de ses seins. Elle ne sent pas non plus le bébé bouger. Et c'est du coup l'appauvrissement de ces signes qui ne permet pas à la femme de remarquer qu'elle est enceinte. Si certains symptômes apparaissent, elle aura tendance à l'interpréter différemment et à attribuer les symptômes à une autre cause. Par exemple, si elle a des nausées, elle va plutôt se dire qu'elle fait une intoxication alimentaire plutôt que ce soit dû à un bébé. Donc maintenant, on va voir la question des menstruations qui sont ou non conservées. Donc, lors d'une grossesse classique, à partir de la fécondation, la femme enceinte, elle présente une aménorrhée, c'est-à-dire une absence de règles. Chez les femmes qui font un déni de grossesse, on peut remarquer de fausses règles. Ce ne sont pas de vraies règles, mais les femmes qui ne savent pas qu'elles sont enceintes le prennent comme tel. Ce sont parfois des saignements de début de grossesse qui sont assez courants lors de la nidation de l'ovule qui s'implante dans l'utérus. Donc de plus, de nombreuses femmes n'ont pas de règles régulières et cela a un impact sur l'interprétation de l'absence de règles. Si elle n'a pas ses règles régulièrement, elle ne s'inquiétera pas du fait de ne pas les avoir. Et ensuite, le déni de grossesse, il peut survenir également sous pilule. Donc, à noter que sous pilule, une femme, elle peut continuer d'avoir des saignements réguliers et cela est possible car ce sont des règles artificielles. Pour cette partie, on est parti de l'hypothèse selon laquelle le déni de grossesse il pourrait être dû à une altération du système de perception chez certaines femmes ou même que les hormones pourraient aussi être impliquées et avoir un rôle dans ce phénomène. Donc dans une grossesse ordinaire, lorsque le fœtus grandit, ça va impliquer des changements de la morphologie du corps de la mère dû à l'étirement des fibres musculaires abdominales, au déplacement et à la pression exercée sur les organes internes, comme la vessie, aux modifications au niveau de l'utérus, ou encore à la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui va entraîner ensuite une augmentation du volume plasmatique sanguin. Si la mère elle est capable de ressentir cet état de grossesse, donc ses perceptions à l'intérieur de son corps et les mouvements de son bébé, c'est grâce à l'interoception qui est la capacité à prendre conscience des sensations à l'intérieur de soi. Mais si celle-ci peut présenter des dysfonctionnements, comme par exemple avec les mouvements fantômes, qu'on retrouve notamment dans des grossesses nerveuses, par exemple, ou dans notre cas avec le déni de grossesse, qui lui se caractérise par une réduction, voire même une absence totale de sensations. Donc on s'est également penché du coup sur un impact potentiel que pourraient avoir les hormones sur le déni de grossesse.
Donc les 3 hormones impliquées, c'est-à-dire la HCG, la progestérone et l'œstradiol, servent de défense immunitaire et provoquent des changements de l'interoception. Mais les recherches actuelles ne peuvent montrer aucune différence entre le taux d'hormones qui survient lors d'une grossesse et celui d'une grossesse normale. Une théorie qui est proposée pour expliquer ce phénomène est la théorie bayésienne de l'interoception maternelle pendant la grossesse et le postpartum. Cette théorie elle est présentée par Hugo Botman et Lucie Joly en 2023 dans la revue scientifique L'Encéphale. Donc pour permettre au bébé de se développer, c'est tout le corps de la mère qui va changer et s'adapter, ce qui va sans cesse modifier son interoception, donc sa capacité à ressentir, à avoir conscience des sensations présente à l'intérieur de son corps. Cette théorie, elle va postuler une idée qui est que le cerveau va générer des prédictions avant même de percevoir les informations sensorielles. Ces prédictions, elles seront ensuite comparées aux perceptions réellement. Avant tout, l'interoception concerne de nombreux types de récepteurs, et particulièrement dans la grossesse, ceux mobilisés sont plutôt les chimiorécepteurs et les mécanorécepteurs, qui permettent de ressentir la présence du bébé. C'est un processus neuronal composé de plusieurs éléments, avec tout d'abord les capteurs, chacun spécifique à un stimulus, qui permettent de le transformer en une information nerveuse, qui sera ensuite transportée jusqu'au cerveau pour être traitée en grande partie dans l'insula. Dans ce processus est aussi impliquée la sensibilisation, la capacité à réagir à ces éléments. Donc selon la théorie, les prédictions interoceptives sont transmises par les neurones de la moelle épinière et des vaisseaux des nerfs spinaux et vagaux, qui sont ensuite comparés aux signaux interoceptifs captés par les chimiorécepteurs, les mécanorécepteurs ou nocicepteurs, situés dans les tissus sous-cutanés comme les muscles, les viscères ou les tissus conjonctifs. Donc les récepteurs vont recevoir des informations des stimulus qui passent dans le bulbe rachidien, puis le cortex insulaire, qui est une sorte de carte mentale du corps, désigné comme le cortex interoceptif primaire, car c'est lui qui traite majoritairement les signaux interoceptifs. Donc ces signaux peuvent être transmis jusqu'au système nerveux central par les voies afférentes sensorielles, mais peuvent aussi être détectés par les neurones centraux et les cellules gliales, jouant un rôle de modulateur des voies interoceptives. Donc quand de trop grandes différences vont être observées entre les prédictions et les perceptions, le cerveau il a fait une erreur de prédiction, ce qui va entraîner la production de signaux d'erreur. Ces signaux ils sont transmis par la moelle épinière et les vaisseaux du nerf vague jusqu'au thalamus, puis dans l'hypothalamus, l'insula, le cortex somatosensoriel, le cortex cingulaire antérieur, le cortex orbitofrontal et le cortex préfrontal médian. Le traitement de ces signaux d'erreur il va permettre au système de prédiction d'être réajusté continuellement afin de pouvoir réutiliser ces informations pour des expériences passées, pour les expériences futures et permettre à la mère donc de sentir, d'avoir conscience de la présence de son bébé. Dans le cas du déni de grossesse, il est dit dans cette théorie que les patients n'ont pas de représentation consciente de la grossesse en l'absence de prédiction somatosensorielle du fœtus et restent insensibles aux signaux sensoriels provoqués par le fœtus en l'absence d'erreurs de prédiction susceptibles de mettre à jour les croyances interoceptives. Ça signifie donc qu'il pourrait y avoir un défaut de l'interoception, mais dont la cause resterait toujours inconnue. De plus, d'autres études ont montré que le cerveau change lorsque l'on devient parent ou lorsque l'on s'apprête à l'être. Il y a une énorme plasticité cérébrale qui se met en action. Ces changements, eux, sont presque définitifs. Cette neuroplasticité, on la retrouve chez les mères, mais également les pères. Il y a énormément de zones impliquées dans l'amygdale, l'hypothalamus, l'amygdale, l'hypothalamus, l'insula, l'hippocampe, le système limbique ou encore le cortex préfrontal et d'autres zones encore sous-corticales. Donc toutes ces zones, elles activent l'empathie et la motivation pour s'occuper du bébé à naître et permettent d'anticiper et de comprendre les besoins du bébé, c'est-à-dire l'investissement. Donc ne sachant pas que la femme est enceinte, cette future mère ne peut pas s'y préparer neurologiquement. Donc on peut se demander si cette plasticité cérébrale arriverait bien plus tard que chez une femme enceinte normale.
Dans le processus de grossesse, on retrouverait également un couplage interoceptif, de ce qui se définit par le fait que la mère perçoit les mouvements du fœtus comme ses propres mouvements. Donc ce serait une sorte de fusion. Donc permettant au cerveau de mieux s'adapter aux changements en lien avec la plasticité cérébrale facilitée par les prédictions. Donc les auteurs de l'article parlent également d'attachement entre la mère et le bébé, comme lié aux perceptions interoceptives et donc à ses prédictions. Mais aujourd'hui, il n'existe pas d'explication neuroscientifique du phénomène de déni de grossesse. Celles-ci sont seulement cliniques et hypothétiques et doivent donc être approfondies. Maintenant, on va vous présenter les mécanismes de défense lors du déni de grossesse et en premier lieu, on va s'intéresser au déni. Alors, on va s'atteler à définir ce que c'est le déni d'après la psychanalyse. Donc, il va correspondre à la traduction du terme allemand Verleugnung dont Freud commence à faire usage en 1923 et qui désigne, je cite, le vocabulaire de psychanalyse de Laplanche et Pontalis. C'est un mode de défense qui consiste en un refus par le sujet de reconnaître la réalité d'une perception traumatisante, essentiellement celle de l'absence de pénis chez la femme. Donc Freud il va rattacher ce mécanisme de défense à la psychose et au fétichisme. Donc en bref, dans son article sur le fétichisme qui est publié en 1927, il va définir le déni comme, je cite, un mécanisme pervers par lequel le sujet fait coexister deux réalités contradictoires, le refus et la reconnaissance de l'absence du pénis chez la femme. Et donc, la notion de déni, elle fait écho à celle de clivage du moi, qui va être définie comme suit. La coexistence au sein du moi de deux attitudes psychiques à l'endroit de la réalité extérieure, en tant que celle-ci vient contrarier une exigence pulsionnelle. L'une tient compte de la réalité, l'autre dénie la réalité en cause et met à sa place une production du désir. Ces deux attitudes persistent côte à côte sans s'influencer réciproquement. Donc, lors du déni de grossesse, la femme qui est en devenir mère va construire des représentations inconscientes autour de l'enfant à venir et du rôle maternel. Néanmoins, ces dernières, elles vont pas pénétrer la structure consciente. Il s'agit alors d'un refus total et actif de la grossesse. La grossesse, elle va représenter un bouleversement qui affecte l'ensemble des aspects de la vie d'une femme, sociale, professionnelle, affective, sexuelle, etc. Ainsi, le déni de grossesse, ce sera un moyen de ne pas faire face au bouleversement que signifie une poursuite de grossesse. La femme, elle serait au carrefour entre son désir inconscient d'enfant et sa volonté, qui est la continuité de sa vie antérieure à la venue d'un enfant. Donc, c'est cette ambivalence qui serait à l'origine du déni de grossesse, d'après Jacques Dayan. Alors, on va préciser un peu le terme d'ambivalence. Dans une perspective strictement psychanalytique, ça va renvoyer aux sentiments à la fois d'amour et de haine qui sont générés par l'accès à la maternité et au dialogue entre ces deux pôles. L'ambivalence maternelle, elle est appréhendée comme névrotico-normale car elle va permettre l'équilibre parental. Cependant, en fait, l'emploi du mécanisme de défense du déni, de par son étanchéité, il va empêcher ces deux sentiments contradictoires d'échanger. On parle ici d'étanchéité parce que le clivage du moi que sous-tend le déni, il rend impossible la coordination des représentations. Ainsi, le sujet il n'est pas en mesure de symboliser ses propres résistances car il est aliéné par son mécanisme de défense. Maintenant, on va illustrer ça par un cas clinique donc, qui est publié en 2014 dans un article qui est intitulé « Les découvertes tardives de grossesse, l'apport de la psychanalyse, mise en œuvre de 3 mécanismes de défense » et qui a été rédigé par Luisa Araujo Attali. Donc, elle va formuler l'hypothèse que les découvertes tardives de grossesse ne se limitent pas au mécanisme de défense du déni. Dans son article, elle expose des vignettes cliniques qu'elle fait correspondre avec le mécanisme de défense à l'œuvre, dans ce cas de négation de grossesse. Donc, pour imaginer mon propos, je vais présenter le cas de Francine, qui est une femme qui a eu 5 enfants et qui va découvrir ses 2 dernières grossesses à 6 et 7 mois de gestation. L'autrice de l'article, elle va mettre en avant la position de reine-mère qui est adoptée par Francine. Elle parle également de son refus de castration et de la chosification de ses enfants. Elle semble considérer ses enfants comme des objets et plus particulièrement des jouets qui vont prolonger ceux de l'enfance où elle s'amusait à être mère. Et donc, moi, j'ai formulé l'hypothèse que pour Francine, ses enfants, ça représente des objets fétiches qui lui permettent à la fois la reconnaissance de la castration de par son accès à la maternité et le déni de cette dernière par la position de toute puissance. Ici, le déni de ces dernières grossesses pourrait être un moyen de faire concorder ces deux positions inconciliables. De plus, elle va déroger à la règle ou plutôt à la tradition familiale en ayant plus de 3 enfants. Ainsi, Luisa Araujo Attali va souffler l'idée que le déni il pourrait survenir afin de cacher de la mère de Francine ces grossesses supplémentaires qu'elle-même s'était interdites. À présent, on va parler de la dénégation.
Donc je vais reprendre un peu le même procédé et je vais d'abord définir classiquement ce terme. La dénégation, c'est un procédé par lequel le sujet, tout en formulant un de ses désirs, pensées, sentiments jusqu'ici refoulés, continue à s'en défendre en niant qu'ils lui appartiennent. Freud va consacrer un article qui est publié en 1925 sur ce mécanisme de défense et il le rattache à la névrose, qui serait la structure qui illustre ce mécanisme. Je cite, la névrose ne nie pas la réalité, elle veut seulement ne rien savoir d'elle. Et dans le déni de grossesse, un exemple de la manière dont ça pourrait s'exprimer, c'est comme suit. Je ne suis pas enceinte, je ne me suis pas rendu compte que j'étais enceinte. J'ai bien pensé que j'étais enceinte, mais je n'y ai pas cru. Et ces formulations typiques qui étayent le mécanisme de défense de dénégation dans le cadre d'une négation de grossesse, elles ont été mises en avant par Jacques Dayan. Donc, à travers la protestation, il est possible d'assister à une levée partielle du refoulement. Il y a une brèche interne qui va laisser la représentation du désir intégrer le monde interne conscient et qui va permettre le mouvement et la porosité des motions pulsionnelles. Ça va éclairer donc la possibilité d'une auto-interprétation et de la mise en route de processus implicites de réflexivité et d'un récit partagé qui va au-delà des réticences du sujet qui sont explicites. Donc, les représentations de la dénégation, elles vont se placer topiquement au niveau du préconscient. C'est-à-dire que si de prime abord elles sont inconscientes, elles n'ont pas pour vocation de le rester. Elles s'appuient donc sur des processus secondaires, c'est-à-dire la représentation de mots pour se symboliser. Donc, les dénégations de grossesse, elles sont plus fréquemment associées à un déni partiel. Bale, il va mettre en avant une gestation psychique qui se situe en 3 temps. Le premier, c'est celui de la grossesse déniée, où la conflictualité inconsciente du déni va s'opérer. Le second, qui va équivaut au choc de la révélation de la grossesse. La femme, à ce moment-là, elle est fragilisée, elle nécessite un temps d'adaptation afin de faire face au bouleversement. Ici, c'est la qualité d'accueil et du soutien de l'environnement qui sont clés pour l'engagement de la troisième étape, qui est celle de la construction du lien avec l'enfant à naître et du rôle maternel. Ce stade, il va à la fois se positionner en continuité et en rupture avec la problématique inconsciente du déni. Sylvain Missonnier, il va rédiger la phrase suivante à propos du déni de grossesse. Je cite. Le déni de grossesse d'une femme sujet est en négatif un reflet fidèle et unique de sa trajectoire de vie en attente de symbolisation subjectivante. Ainsi, à travers la négation de la grossesse, les mécanismes qui soutiennent cette dernière et les causes potentielles qui expliquent la négation de grossesse, ça va révéler des informations précieuses concernant la subjectivité de la femme qui va faire cette expérience-là. Je vais présenter une autre vignette clinique et j'utilise la même source que celle pour le déni, donc l'article de Luisa Araujo Atali. Donc là, elle nous présente le cas de Sarah, qui est une étudiante de 19 ans qui a découvert sa grossesse à 8 mois. Elle n'est plus en relation avec le géniteur et la rupture avec ce dernier, elle est très douloureuse et elle semble ne pas en avoir fait le deuil. Lors des entretiens cliniques avec Luisa Araujo Atali, elle va décrire un corps qui a une volonté propre. Je cite. « Mon corps a créé cet écoulement de sang pour que je ne me rende compte de rien, dit-elle au regard de la continuité de ses menstruations. Elle ne s'approprie pas l'événement grossesse, comme si elle n'en était pas responsable. Elle blâme la consommation d'un antibiotique qui aurait annulé les effets de sa contraception. Ça peut évoquer aussi le fait que de nombreuses femmes qui vivent un déni de grossesse ne font pas le lien entre le rapport sexuel et la procréation qu'il peut engendrer. Et cette position incompatible, elle peut partiellement expliquer le déni de grossesse dans certains cas. Sarah, elle n'a pas connu d'aménorrhée, néanmoins il y a un symptôme majeur de sa grossesse qui est un ventre tendu et gonflé. Elle fait recours à la dénégation lorsqu'elle affirme « c'était pas de la graisse ». Et ce symptôme il va prendre une telle place que ses parents y craignent une tumeur. Elle va entamer un suivi médical et passe même une échographie. Et l'échographie, elle va révéler une grossesse de 8 mois. Elle est rassurée lorsqu'elle va constater que le bébé va bien, comme si ça correspondait à une confirmation visuelle d'une réalité préexistante. Elle exprime donc la position d'un sujet qui est divisé par rapport à son désir. D'un côté, elle exprime une volonté d'avortement, et de l'autre, un sentiment de réassurance face à l'échographie et l'intégration de ce bébé à son histoire personnelle va souligner la dialectique interne qui a été ultérieurement mise en place en raison de l'emploi de la dénégation. Le fait de nier la potentialité d'une grossesse, notamment à travers l'ignorance feinte de son ventre gonflé, ça montre en action la mise en action de la dissipation du refoulement. À présent, nous allons voir les conséquences du déni de grossesse, notamment à travers la relation mère-enfant. Initialement, la grossesse est décrite comme étant une crise de maturation qui comprend un ensemble de processus psychologiques, émotionnels et relationnels. Ces processus sont de véritables réaménagements nécessaires à la préparation à la fonction de mère.
Le déni de grossesse court-circuite tout ce travail d'élaboration. Donc, dans un déni de grossesse, le temps psychique de la grossesse est réduit et dans certains cas inexistant. Le rapport intime que développe la mère à l'identité conceptuelle de son enfant à naître débute avant la naissance de l'enfant. Il commence lors de la découverte du corps de l'enfant, imaginé et fantasmé durant toute la grossesse par ses parents, puis à travers les premiers contacts tactiles et visuels. La grossesse est donc une période rythmée où chaque trimestre ont leurs propres caractéristiques. D'autres facteurs sont pris en compte dans la relation post-accouchement, comme par exemple le type d'allaitement, s'il est au biberon ou au sein, les postures adoptées par la mère et le nourrisson, la manière dont la mère répond aux besoins de l'enfant. Il y a donc la présence très précocement d'un flux continuel de messages allant du nouveau-né à la mère et un flux continuel de réponses maternelles. Les parents cherchent également à lui communiquer l'amour qu'ils ont pour leur enfant en le regardant, par exemple, le souriant, le câlinant, le prenant dans les bras ou le présentant à la famille ou les amis. On peut se demander alors comment cette relation très intime va se dérouler lors du déni de grossesse. Tout d'abord, le déni de grossesse relève toujours d'une souffrance psychologique, consciente ou inconsciente, encourageant le corps à dissimuler la grossesse pour se protéger. Cela peut être dû à un choc psychologique, mais il peut puiser également sa source ailleurs, comme par exemple avec un rapport au corps et ou à la sexualité difficile, une ambivalence du désir de l'enfant, des problèmes transgénérationnels, des traumatismes récents ou anciens non traités. Lorsque la grossesse résulte d'un viol, par exemple, ou d'inceste, ou d'un événement traumatisant, le processus de déni va s'opérer car l'enfant incarne quelque chose d'inconcevable pour la femme. La conception même d'une prise de conscience de la grossesse est inconcevable pour la mère car elle la projetterait dans une relation mère-enfant inacceptable. Cette relation va être donc impactée avant même que le bébé naisse. Dans ce processus de déni, on trouve une fonction de protéger avant tout la mère ou l'enfant. Le déni de grossesse soulève également plusieurs autres problématiques en rapport notamment avec les thématiques de maltraitance et d'infanticide, et d'ailleurs plusieurs auteurs cherchent à faire des études sur le sujet. Selon le docteur Bonnet, qui est une pédopsychiatre, la grande majorité des femmes accouchant sous X ont présenté un déni en début de grossesse. Dans son étude en 1990, le docteur Bonnet évoque que ces femmes expriment leur peur de ne pas parvenir à contenir leurs impulsions destructrices à l'égard de l'enfant et de ne pas parvenir à assumer leur qualité de mère. Au moment de l'accouchement, un certain nombre de ces femmes refusent les interactions sensorielles avec leur enfant, elles ne veulent ni le toucher, ni le voir, ni l'entendre, puis elles précipitent leur sortie de la maternité afin de ne plus penser à l'enfant. Donc dans ce cas-là, on voit que le déni de l'enfant prolonge celui de la grossesse. Selon Bonnet, on voit une continuité entre les dénis de grossesse, l'accouchement sous X et l'infanticide, où la différence serait marquée par l'intensité du déni. Elle fait donc l'hypothèse que si les mères qui choisissent d'accoucher sous X sont contraintes de renoncer à cette séparation, cela risque d'engendrer plus tard, pour les enfants, soit un cycle de la maltraitance, donc le déni de grossesse se transfère sur les besoins de l'enfant et s'extériorise sous la forme de négligence, ou alors elle peut donner lieu à l'infanticide à la naissance, qui est l'une des conséquences les plus dramatiques du déni de grossesse. Surtout pour les accouchements à domicile, si le déni arrive jusqu'à terme. La confrontation est tellement brutale avec l'enfant que la mère va décider de s'en débarrasser. Ensuite, une deuxième étude a été faite par Jordana en 2010, qui est cadre de santé pour l'Association française pour la reconnaissance du déni de grossesse. Dans cette étude, elle tente d'inclure un lien avec l'impact que la relation va avoir et la durée du déni. Elle constate que parmi les femmes victimes d'un déni partiel de moins de 6 mois, 95% d'entre elles acceptent la situation et tissent un lien spontané avec leur bébé. Lorsque la levée se fait au-delà de 6 mois de grossesse, 8 femmes sur 10 acceptent la situation et seulement la moitié des femmes arrivent à avoir un lien spontané avec leur enfant. C'est seulement lors du déni total que le déni peut se prolonger et devient un déni de l'enfant. À présent, nous pouvons voir l'impact psychologique que va avoir le déni sur la mère ainsi que sur le bébé. Dans les cas du déni total de grossesse, c'est au moment de l'accouchement que la femme apprend qu'elle porte un enfant.
Ces femmes doivent donc à la fois accoucher et user de toute leur énergie tout en essayant de réaliser ce qui leur arrive. Pour le bébé, l'audition jouerait un des rôles essentiels dans les interactions du fœtus avec l'extérieur. Dès le 5e mois de gestation, le fœtus a des capacités auditives, donc il va entendre aussi bien les bruits intérieurs parvenant de l'utérus maternel que les bruits extérieurs. Il perçoit grâce à ça les voix humaines et notamment la voix maternelle qui va être la voix la plus entendue. Cette perception a une grande importance dans l'installation des interactions mère-bébé dès les premières heures de la vie. Le tact est également important dès le 7e mois de grossesse, car les fœtus perçoivent très bien le contact à travers la paroi abdominale et utérine. Du fait de l'étroitesse des relations organiques entre la mère et le fœtus, la vie émotionnelle de la mère semblerait avoir des effets sur le fœtus. Le déni bouleverse tout le développement du bébé de manière plus ou moins sévère. Il expose le fœtus à des complications de diverses natures, dont une augmentation du risque de prématurité. Mais surtout, quand il y a un déni de grossesse, le fœtus a tendance, comme on l'a dit précédemment, à se positionner le long de la colonne vertébrale de sa mère, comme pour se cacher. Il bouge donc très peu. L'impact du déni de grossesse se situe davantage au niveau du développement psychomoteur de l'enfant que sur les composantes physiques ou des éventuelles pathologies en lien avec la position fœtale. L'accouchement inopiné suite à un déni total représente un véritable traumatisme psychologique et physique, à la fois pour la mère qui, lorsqu'elle accouche seule sans assistante médicale, il peut y avoir un risque de complications potentiellement graves, par exemple une hémorragie du postpartum, voire un risque de suicide. Pour l'enfant, dont la naissance peut être très compliquée, cela peut aboutir à son décès dans plusieurs types de circonstances. Ensuite, pour la mère, l'impact du déni va surtout être psychologique. Tout d'abord, suite au désir d'enfant, la mère, pendant une grossesse dite normale, va se créer une vie fantasmatique et imaginaire. Elle va se préparer psychologiquement de manière consciente et inconsciente à l'accueil de son enfant. Cette représentation mentale est notamment liée à sa vie affective, mais également à sa propre histoire et aux relations qu'elle a entretenues avec ses propres parents. Dans les cas d'un déni de grossesse, chronologiquement, les patientes ont été tout d'abord en état de choc, ensuite en état de sidération, puis elles ont exprimé des inquiétudes, de la culpabilité et de l'angoisse. En plus de cela, les femmes ignorant leur grossesse peuvent prendre des médicaments contre-indiqués pour une grossesse, comme par exemple la consommation d'alcool, de tabac en grande quantité ou encore de drogue. Elles peuvent encore être exposées à des rayons X ou à des produits toxiques qui présentent un très grand risque pour le fœtus. Si l'on admet qu'une femme puisse elle-même ignorer sa grossesse jusqu'au jour de son accouchement, il n'est pas difficile de concevoir que le conjoint et l'entourage n'aient rien soupçonné eux aussi. C'est parce que ces grossesses ont pour particularité d'être invisibles, et donc c'est pour ça qu'elles sont découvertes aussi tardivement. La question se pose de savoir comment détecter un déni de grossesse lorsque tous les signes typiques d'une grossesse sont absents. Tout d'abord, il est utile de réaliser un test de grossesse, car ce dernier sera toujours positif en cas de grossesse, même dans un cas d'un déni. L'examen gynécologique et l'échographie permettent également de lever un déni de grossesse. Idéalement, il faudrait réaliser une échographie abdominale dès qu'une patiente se plaint de douleurs abdominales. Ensuite, de ne pas confronter la future mère au test positif, mais plutôt, il serait mieux de l'accompagner pour favoriser la levée du déni doucement et progressivement. Face à la potentielle gravité du déni de grossesse, une prise en charge médicale et psychologique des femmes concernées est nécessaire pour l'avenir de la femme ainsi que son enfant. Avec 600 à 1800 femmes concernées chaque année en France, le déni de grossesse est une situation pathologique qui constitue un réel problème de santé publique encore insuffisamment pris en compte. Une meilleure information du grand public et une formation adaptée des professionnels de santé sont deux aspects essentiels de la prévention et de la prise en charge. Tous les professionnels de santé sont concernés par ce problème qui peut avoir de graves conséquences sur la mère, sur l'enfant et sur l'adulte qu'il deviendra. Il existe une association qui en France se mobilise pour une meilleure reconnaissance du déni de grossesse et de ses conséquences. Cette association s'appelle l'Association française pour la reconnaissance du déni de grossesse.
Donc en résumé, notre étude a exploré divers aspects et théories psychologiques concernant le déni de grossesse, en adoptant une approche plutôt interdisciplinaire, en intégrant la psychanalyse, les neurosciences, la neuropsychologie et la médecine. Toutefois, le déni de grossesse demeure un phénomène énigmatique qui mérite d'être étudié plus en profondeur, et notamment en raison de son incidence potentielle sur la relation mère-enfant.